Aux confins de l'Imperium, là où les étoiles scintillent comme des braises mourantes et où les tempêtes de distorsion respirent avec une faim erratique, se trouve une cicatrice dans la réalité, connue uniquement sous le nom de Maelstrom. Il ne s'agit pas simplement d'une tempête de l'Empyrée, mais d'une blessure dans le tissu de l'espace, ancienne et bouillonnante, toujours empreinte d'incertitude. L'Imperium l'appelle un danger, d'autres l'appellent une opportunité. Et à sa porte, il y avait autrefois une forteresse, majestueuse et fière. Les griffes astrales se tenaient en sentinelle sur le seuil. Astartés, nés du devoir, leur héraldique portait le poids de la confiance de l'Imperium, leur mandat s'étendant au-delà de la simple guerre. Ils ne se contentaient pas de monter la garde, ils gouvernaient. Ils imposaient l'ordre là où la lumière de Terra s'éteignait et dictaient la conformité là où la foi seule échouait. Pendant des siècles, ils ont servi sans poser de questions, rempart silencieux contre l'empiètement des horreurs qui s'envenimaient au-delà de la brèche. Badab, leur bastion monde, était taillé dans la discipline. Des fortifications massives couronnaient ses crêtes comme des trônes de guerre, et ses quais orbitaux s'étendaient dans le vide comme des fleurs de fer, froides, efficaces, toujours vigilantes. D'ici, les griffes astrales ne se contentaient pas de réagir, elles planifiaient. Les flottes qui s'aventuraient dans la tempête pour effectuer des patrouilles revenaient plus maigres, plus dures, ou pas du tout. Le chapitre s'affina. Ses réflexes s'affinèrent sur une frontière où l'hésitation invitait à l'anéantissement. Au centre de cette vigilance se trouve un commandant dont le nom brûlera un jour à la fois de respect et de condamnation. Le lieutenant-colonel Huron. Il s'est levé non pas dans un murmure, mais dans un tonnerre. Le commandement hérité est devenu une couronne de feu sur son front, et il l'a porté non pas avec humilité, mais avec une certitude forgée par le feu. En Huron, il y avait de la clarté. En Huron, il y avait la volonté. Pour ces guerriers, il était l'épée tirée dans l'obscurité. Pour les mondes vassaux du secteur, il était la voix de la volonté absolue. Alors que Badab n'était qu'une garnison, sous Huron, elle est devenue un monde trône dans sa fonction, sinon dans son nom. Le commerce était surveillé, les psychers contrôlés, les seigneurs locaux mis à genoux. Les griffes astrales ne servaient plus seulement l'Imperium, elles le guidaient dans cette région sauvage, imposant une structure que l'administratum avait depuis longtemps négligée. Et au début, personne ne s'y opposa. La zone du Maelstrom était stable. Les bandes de guerriers qui s'échappaient du Warp étaient repoussées avec une certitude brutale. Les flottes marchandes osèrent emprunter des routes plus droites. La dîme revenait à Terra selon des cycles réguliers. Le succès, semblait-il, avait trouvé une forme. Mais, à l'intérieur de la forteresse, quelque chose a changé. Cela a commencé de manière subtile. Les directives sont devenues plus rigides. Les communications avec le commandement du Segmentum ont été retardées. Les agents étrangers de l'Adeptus trouvèrent moins de portes ouvertes. Les guerriers de Huron cessèrent de se considérer comme des protecteurs et commencèrent à parler en termes d'autorité. Ils avaient fait couler le sang dans une centaine de systèmes, et à chaque campagne, il y avait moins de questions, moins de témoins et plus d'autonomie. Le tyran de Badab, murmurait-il, pas encore à haute voix, pas encore avec du venin. Mais le terme persistait dans les conversations Vox, derrière les filtres des casques, dans les rapports qui n'atteignaient pas la lumière de Terra.
Pour Huron, la mission a évolué. Pour préserver les frontières du Maelstrom, il irait au-delà des décrets. La bureaucratie, pensait-il, ne pouvait pas résister à la nature. Seule la force, la précision, la permanence sont nécessaires. C'est ainsi que les griffes astrales étendirent leurs prétentions. Lorsque les dîmes étaient en retard, les flottes descendaient, non pas pour collecter, mais pour conquérir. Lorsque des chapitres de moindre importance remettaient en question la stratégie, ils étaient exclus. Si un système vacillait dans sa fidélité, il était refait. Une purge discrète ici, un gouverneur de remplacement là. Efficace, nécessaire, incontestable. Et pourtant, l'Imperium l'observait d'un œil distant, son attention étant dispersée entre trop de blessures et trop de guerres. Tant que Huron envoyait des rapports frottés et justes, et que les secteurs qu'il gouvernait restaient productifs, on ne s'intéressait guère à lui. En vérité, les griffes astrales étaient une solution à un problème que personne d'autre ne souhaitait affronter. Pourtant, pour ceux qui vivaient près du Maelstrom, l'air avait changé. Les patrouilles s'intensifiaient. Des agents impériaux disparaissaient sans laisser de traces. Même parmi les Astartes, les rumeurs se sont répandues. Des navires ont été détournés à quai. Les voûtes de données étaient cryptées au-delà de toute réglementation. Des aumôniers d'autres chapitres parlèrent de déviations doctrinales, de statues élevées à l'effigie du Huron, là où ne se dressait autrefois que le visage de l'empereur. Pourtant, il n'y a pas eu de rébellion, pas de déclaration. Seulement une forteresse de plus en plus insulaire, un maître de plus en plus absolu et un silence trop vaste pour être ignoré. Le temps que les faucons de feu fassent part de leurs soupçons et envoient leurs propres émissaires pour négocier, le mur du secret autour de Badab s'était calcifié. Il n'y a pas eu d'accueil, seulement des avertissements. Pas de réponse, seulement des menaces voilées. La porte n'était pas fermée, mais elle ne s'ouvrait plus librement. Ce qui avait commencé comme une protection s'est transformé en domination. Ce qui avait commencé par la loyauté s'est transformé en zèle. Et derrière chaque proclamation, derrière chaque demande de contrôle, l'écho de la voix du Huron résonnait comme un marteau. L'ordre, c'est la survie. L'obéissance, c'est la paix. La dissidence est le précurseur de la ruine. Dans l'obscurité, sous le tonnerre des tempêtes de distorsion sans fin, une forteresse brillait encore. Elle n'avait pas encore tourné ses canons vers ses semblables. Mais la trajectoire avait commencé. Le Maelstrom battait toujours, sa folie éternelle, mais maintenant, le cœur de son maître battait lui aussi. Un cœur qui battait autrefois pour le devoir, et qui se nourrissait désormais de certitude. Et de la certitude naît la rébellion. Il fut un temps où le Luft Huron n'était qu'un nom, un commandant parmi tant d'autres, un gardien d'une région lointaine où les bannières impériales flottaient au gré des vents de la distorsion. Mais cette époque s'est éteinte. À sa place émergea quelque chose de plus grand, de plus sombre et de bien plus difficile à définir. Le Maelstrom n'avait plus d'intendant. Il avait un souverain. Et bien que les hauts seigneurs ne l'appelaient pas encore ainsi, le vide avait déjà commencé à murmurer un titre à leur place. Tyran de Badab. La transformation ne s'est pas produite par proclamation, mais par accumulation, d'autorité, d'armes, de silence. La parole de Huron, autrefois stratégique et rapide, résonnait désormais dans de multiples systèmes avec le poids d'une loi. Lorsque les gouverneurs planétaires hésitaient, il les remplaçait. Lorsque les dîmes arrivaient en retard, il les saisissait et doublait la taxe.
Chacun de ces actes était formulé dans le langage de la nécessité. Sécurité, efficacité, stabilité. Toujours dans l'intérêt du secteur. Toujours pour l'impérium, du moins c'est ainsi que les justifications étaient présentées. Mais le pouvoir se développe rarement en silence. Les griffes astrales ont commencé à demander des ressources qui dépassaient largement leurs attributions. Les circonscriptions des arbitres ont rapporté des coffres dépouillés. Des cargaisons de munitorum disparaissaient en cours de route. Les enclaves de forge, qui servaient autrefois la région sous la supervision du Mechanicus, répondaient désormais directement au Badab Primaris. La zone du Maelstrom est devenue un point fermé, pas encore en rébellion, mais loin de la paume ouverte de l'ordre impérial. Les communications avec le commandement du Segmentum sont devenues erratiques. Les rapports devinrent peu fréquents, lourdement expurgés, parfois contradictoires. Les agents de l'Adeptus envoyés pour vérifier les infrastructures revenaient rarement. Ceux qui le faisaient parlaient à voix basse des défenses hérissées de nouveaux armements, des chantiers navals produisant des vaisseaux en dehors des limites prescrites, des recrutements dépassant ce qui pouvait être supporté par le stock génétique autorisé. Et Huron, toujours la voix de la justification, répondait à chaque accusation par un sourire forgé dans l'acier. La distorsion, affirmait-il, devenait de plus en plus violente. L'activité des pirates, plus effrontée. Les demandes adressées aux griffes astrales étaient devenues trop importantes pour être satisfaites avec des provisions standards. S'ils réquisitionnaient des armes au-delà des quotas, c'était pour protéger l'impérium de dangers trop lointains pour que Terra les remarque. S'il enrôlait des travailleurs des mondes frontaliers, c'était pour construire des remparts contre les invasions. S'il saisissait les dîmes des secteurs adjacents, c'était parce que leur défense planétaire était insuffisante. Il ne s'est pas déclaré souverain. Il a simplement agi comme tel. Pour ceux qui vivaient sous son emprise, la vie changea sous leurs pieds. Les patrouilles de la garnison devinrent plus fréquentes, leurs armures n'étant plus seulement marquées par le sigle griffu de Badab, mais ornées de l'héraldique personnelle du Huron lui-même, des taillades écarlates, des éaumes dorés, des insignes ailés qui portaient l'arrogance de la royauté. Les émissions civiles résonnaient de sa rhétorique, pas le credo impérial, mais quelque chose de plus froid, de plus précis, une idéologie qui mêlait l'obéissance à la survie et faisait de la remise en question un acte de sabotage. Certains chapitres l'ont remarqué. Les Firehawks se sont méfiés. Les Marines errants commencèrent à tenir leurs flottes à distance. Les Carcharodons en furent informés et changèrent de cap, leur silence brutal s'abattant comme un nuage d'orage. Mais la guerre n'éclata pas. Pas encore. La frontière entre préparation et provocation est mince dans le vide. Et le Huron, malgré toutes ses transgressions, reste un maître de l'ambiguïté calculée. Il n'a lancé aucune campagne contre les bastions impériaux. Il n'a ciblé que les systèmes nécessitant une intervention. Ses forces n'ont pas construit de monument à son nom, mais seulement à l'unité du secteur. Sa voix est restée calme et posée. Lorsqu'il était confronté, il s'excusait pour les malentendus, les erreurs logistiques, le brouillard de la guerre lointaine. Mais les stocks augmentèrent. De nouveaux modèles apparurent, des types d'armes non répertoriés par l'Adeptus Mechanicus, des blindages plus épais que les modèles standards, des canonnières modifiées pour les opérations d'abordage, des briseurs de vide conçus pour la capture et non pour la défense. Les flottes ne patrouillaient pas, elles s'entraînaient. Les exercices se déroulaient sans interruption.
Les données des voxlogs récupérés suggéraient des engagements simulés contre d'autres forces Astartés. Pourtant, les grands seigneurs délibèrent. Ils craignaient que la guerre ne prenne trop de place. Il s'agissait d'un seul chapitre, un seul homme. Il était plus facile, plus sûr, d'observer, d'espérer que la stabilité revienne, que la marée se retire. Mais sous leur inaction, les ambitions de Huron se calcifient. Il ne craint plus les représailles. Il l'anticipait. Et dans cette attente, il se préparait non seulement à se défendre, mais à décider. Qui frapperait en premier? Qui serait désigné comme traître? Les Lamenters, les guerriers Mantes et les exécuteurs, toutes les sections chargées d'aider la région, commencèrent à se rapprocher de l'orbite du Huron. Que ce soit par la persuasion, la coercition ou le ressentiment partagé envers la bureaucratie de Terra, ils se firent bientôt l'écho de ces messages. Ils parlaient de gouvernance locale, d'indépendance martiale, du droit d'agir sans sanction lointaine. C'est ainsi qu'une coalition s'est formée, non déclarée, mais comprise. Les mondes proches du Maelstrom ont cessé d'émettre vers le commandement Segmentum. Le trafic Vox se raréfia. Les vaisseaux civils commencèrent à éviter complètement la région, non pas sous la menace du chaos, mais parce qu'ils sentaient que cette région ne suivait plus les lois familières, qu'elle s'inclinait vers une autre gravité, façonnée non pas par les étoiles ou les dieux, mais par la volonté d'un seul homme. L'Imperium, dans son immensité, peine à percevoir les changements lents. Les empires ne tombent pas dans les cris, mais dans les silences. Et Badab devenait silencieux, trop silencieux pour être confortable. Aucune bataille n'a été menée. Aucune bannière n'avait été déchirée. Mais dans une forteresse aux confins de la réalité, un homme avait déjà commencé à se couronner. Pas avec de l'or, ni avec des rituels, mais par le contrôle. Et c'est là la véritable marque de la domination. Le tyran n'avait pas encore dégainé sa lame, mais l'ombre de son ambition s'étendait loin à travers les étoiles. Cela a commencé par des regards échangés dans les salles de stratégie, par des appels vox granuleux entre frères de bataille de différentes héraldiques. Des regards qui ne remettaient pas en cause la loyauté, mais qui s'interrogeaient, avec inquiétude, sur la direction qu'elle prenait. Les griffes astrales pilotaient toujours l'Aquila. Huron prononçait toujours le nom de l'empereur. Et pourtant, quelque chose avait changé, subtilement, mais indéniablement. Il y a toujours eu de la concurrence entre les sections. L'orgueil était une constante discrète au sein de l'Adeptus Astartes, gravée dans les gènes autant que dans la chair. Mais il y avait aussi la confiance, le sentiment d'un fardeau partagé dans une galaxie qui exigeait plus que ce qu'une seule légion pouvait donner. Cette unité, autrefois tacite mais ferme, avait commencé à s'effriter. La zone du Maelstrom, longtemps une frontière lointaine, était désormais entourée de questions. Les chapitres qui patrouillaient à sa périphérie trouvaient les balises du Huron de plus en plus fréquentes, mais aussi de plus en plus impérieuses. Il commença à donner des ordres et non plus des demandes. Les attentes en matière de soumission se sont infiltrées dans son ton, masqué par le protocole. Lorsque ceux qui se trouvaient en dehors de sa sphère retardaient leurs réponses ou soulevaient des objections, ils se retrouvaient exclus des réseaux de données critiques. Les systèmes d'alerte ne parvenaient pas à émettre de ping. Les renforts étaient en retard ou n'arrivaient jamais. Dans un premier temps, on a considéré qu'il s'agissait de dysfonctionnement. La distorsion est capricieuse. Les ratés astropathiques n'étaient pas rares. Mais des schémas sont apparus,
des avertissements qui n'atteignaient que les alliés du Huron, des signaux de détresse qui contournaient les chapitres neutres. Dans la froide logique de la guerre du vide, de telles coïncidences étaient rarement des coïncidences. Pourtant, peu d'entre eux s'exprimaient ouvertement. Accuser un maître de chapitre, en particulier celui qui avait l'histoire de Huron, n'était pas une mince affaire. Les griffes astrales avaient défendu des secteurs longtemps ignorés par Terra. Leur bravoure était consignée dans le sang, leur efficacité n'avait d'égal que leur silence. Aucun crime officiel n'avait été commis, aucun décret n'avait été défié. Mais le malaise se répandit comme le givre sur un hublot. Certains chapitres, comme les Firehawks et les Sons of Medusa, ont commencé à rédiger leurs propres rapports. Vaisseaux non marqués près des voies commerciales. Redistribution du matériel capturé sur des planètes ne relevant pas du commandement impérial. Des régimes d'entraînement qui ne correspondaient pas aux tactiques connues. Ce qu'ils ont trouvé les a troublés. Ce qu'ils pouvaient prouver, en revanche, était beaucoup moins clair. Et Huron, malgré toute sa précision, offre une vision qui séduit autant qu'elle déstabilise. Il n'a pas parlé de sécession, mais de force, de l'unité sans stagnation. Il a dépeint l'administratum comme paresseux, l'ecclésiarchie comme gaspilleuse. Ses paroles, transmises par des lignes vox sécurisées, résonnaient avec conviction. Pourquoi les guerriers doivent-ils attendre la permission d'agir? Pourquoi saigner pour un empire qui les oublie jusqu'à ce qu'il ait à nouveau besoin d'eux? Sa rhétorique ne remet pas en cause la divinité de l'empereur. Elle remet en question les machines qui prétendent parler en son nom. Certains y ont trouvé un écho. Les lamentateurs, fatigués par le malheur et l'abandon, lui prêtèrent l'oreille. Les guerriers mantes, longtemps marginalisés, virent dans sa cause un moyen d'assurer leur propre avenir. Même les bourreaux, connus pour leur code d'honneur brutal, commencèrent à traiter le conseil du Huron avec une tranquille révérence. Ce n'est pas encore l'alliance. Mais ce n'était pas non plus la neutralité. De l'extérieur, le maelstrom semblait inchangé. Les échanges commerciaux se poursuivaient. Les patrouilles se déplaçaient toujours. Aucune planète n'avait déclaré son indépendance. Mais le silence s'était approfondi. Moins un symptôme de contrôle que d'incertitude croissante. La distorsion n'était pas plus bruyante que d'habitude, mais la communication à travers elle était plus froide, mesurée. Stilt. Lorsque des émissaires arrivaient pour enquêter, ils étaient accueillis avec protocole et cérémonie, et renvoyés sans rien. Huron souriait lors des briefings vox publics, ses paroles étaient empreintes d'un charme mesuré. Les griffes astrales n'avaient rien à cacher, affirmait-il. Au contraire, elles portaient un fardeau que d'autres avaient oublié. Si la réponse de l'Imperium était de les examiner de près, ils s'y plieraient, avec raison. Mais derrière le vernis de la diplomatie, la roue tourne. Les flottes non alignées ont vu leurs itinéraires subtilement redirigés. Les avant-postes impériaux proches du Maelstrom ont connu des pannes inexpliquées, jamais totales, juste assez longues pour perdre une journée de surveillance. Des sondes disparurent. Les relevés d'Ospec sont devenus statiques. Dans ces moments de distorsion, le vide scintillait et les griffes astrales se déplaçaient. Ils ont commencé à enlever des traces, modifier les manifestes, réinstaller les garnisons. Il n'y a pas eu d'assauts ouverts, ni de déclarations. Mais les détachements envoyés pour enquêter sur les structures non enregistrées se sont volatilisés. Les demandes de renseignements sur les mouvements de la flotte reçurent des réponses courtoises et circulaires. C'est alors que le premier sang a été versé.
Un détachement de marines errants patrouillant près de la limite extérieure du domaine de Huron a intercepté un convoi opérant sans autorisation impériale. Ils l'ont ailé. Aucune réponse. Ils sont montés à bord. Leurs signaux ont cessé. La version officielle est revenue quelques jours plus tard. Un dysfonctionnement du réacteur, malheureux mais impossible à prouver. Pas de survivants, pas d'épave. Mais parmi les chapters qui gardaient encore leurs propres conseils, le schéma était indéniable. Huron ne se contente plus de manœuvrer politiquement. Il a commencé à tester les limites. Et ceux qui s'en approchaient de trop près étaient éliminés, non pas avec cérémonie, mais avec une précision tranquille. C'était une guerre de chuchotements et de rapports expurgés. La première victime n'était pas un homme, mais le tissu même de la confiance entre frères. Parmi les étoiles, les Astartes étaient divisés. Pas par conviction, mais par malaise. Certains s'en tenaient encore à la vision de la loyauté. D'autres commençaient à se demander si la loyauté ne signifiait pas la soumission à l'échec. Et dans le silence qui suivit, la rébellion fut semée, non pas dans la déclaration, mais dans le doute. Et le doute, une fois semé, se propage comme un feu sans flamme. Il y a un moment, calme, suspendu, avant qu'une guerre ne commence. Pas celle qui vit dans les proclamations ou les bannières brandies, mais la vraie, faite d'hésitations qui s'effondrent en certitude. La guerre de Badab a commencé dans un tel silence. Pas de trompette, pas d'édit de Terra. Seulement la pulsation staccato des balises de détresse dans le vide froid, la perte soudaine de contact avec les patrouilles et les carcasses à la dérive de vaisseaux qui auraient dû revenir entiers. Les premiers coups n'ont pas été des batailles grandioses, mais des ombres projetées en mouvement. Une frégate Firehawks, répondant à un appel d'un avant-poste minier, s'est retrouvée engloutie dans un champ de mines masqué par une brume de radiation. Un croiseur Lamenters intercepta ce qui semblait être un vaisseau pirate, avant de découvrir qu'il portait des marques impériales, retirées à la hâte. Les communications sont brouillées. Les demandes de vérification ont dégénéré en combat. Le temps de trouver des réponses, il ne restait plus que des débris. Le bord du Maelstrom est devenu un champ de bataille déguisé en espace frontalier. Depuis Badab Primaris, les griffes astrales ont commencé à coordonner les mouvements des flottes avec un timing bien rodé. Elles n'ont pas annoncé la guerre, elles ont simplement cessé de faire semblant d'être en paix. Les convois marchands furent redirigés sous escorte. Les vaisseaux des douanes impériales ont été repoussés. Lorsqu'on l'interrogea, la voix de Huron revint avec un calme bien modulé. Malentendu, manœuvre tactique, des incidents isolés en cours d'examen. Mais le schéma était clair. L'autorité lui appartenait désormais, et ceux qui la contestaient se retrouvaient marqués. D'autres chapitres, liés par des serments et des fonctions, sont contraints de réagir. Les exécuteurs, appelés à arbitrer entre les loyalistes et le commandement du Huron, se sont retrouvés impliqués. Leur ancien code exigeait la loyauté envers la fraternité, mais il tenait également au principe de la justice guerrière. Considérant la guerre comme politique plutôt que comme une trahison, ils se joignirent aux griffes astrales, non pas comme des traîtres, mais comme ceux qui refusaient d'abandonner leur famille aux représailles de la bureaucratie. Les Lamenters ont suivi peu après. Leur passé de boucs émissaires, de laissés pour compte, de morts dans des secteurs oubliés, les a rendus méfiants face aux promesses de Terra. Le Huron leur a offert une structure, une vision, une place dans quelque chose qui prétendait défendre plutôt que consommer. Pour eux, ce n'était pas une rébellion. C'était choisir de survivre selon leurs propres termes. Les guerriers de la Mante,
toujours isolés dans les terres sauvages de la frange orientale, entendirent l'appel du Huron non pas comme une sédition, mais comme une résonance. Eux aussi avaient connu le poids d'être chargés d'une tâche impossible tout en recevant peu de soutien. Ils croyaient que la cause du Huron pouvait rétablir l'équilibre. En vérité, il s'agissait d'un pari qu'ils allaient payer très cher. Les lignes sont tracées, non pas dans les déclarations, mais dans l'action. Les flottes ont commencé à se déplacer sous de nouveaux ordres. Les postes de surveillance changent d'allégeance sans annonce. Certains défenseurs se réveillent et découvrent que leurs alliés sont devenus des ennemis. Les escarmouches se sont déroulées dans des couloirs de débris, où les fantômes des capteurs dansaient et où aucun renfort n'arrivait. Les actions d'abordage étaient rapides et brutales. Les chapitres connus pour leur cérémonial et leur précision ont adopté les outils des corsaires et des égorgeurs. Les torpilles d'abordage ont remplacé les pourparlers. Les munitions stockées dans le secret ont été déclenchées en rafales soudaines et stupéfiantes. Chaque engagement était accompagné d'un scénario d'ignorance feinte. Nous avons cru qu'il s'agissait de pirates. L'IFF a été brouillé. Nous n'avons pas eu le temps de confirmer. Pourtant, la précision témoigne de la préparation. Il ne s'agissait pas d'accident, mais de répétition. En réponse, les forces loyalistes se sont mobilisées. Les Firehawks et les Marines errants forment la première vague. Leurs capitaines ont exigé des réponses de la part du Huron. Ils ont exigé d'être soumis à un examen. Aucune ne vint. C'est ainsi qu'ils firent de la guerre, non pas avec cérémonie, mais avec une sinistre détermination. La distorsion, toujours vigilante, reflétait la confusion. Les courants se déplacent. Les tourbillons d'irréalité s'enflamment dans des systèmes autrefois stables. Au fur et à mesure que la violence s'intensifiait, le voile s'amincissait. Les signaux de détresse se sont transformés en chuchotements. Les fantômes des flottes détruites réapparurent, trop intacts pour être des coïncidences, trop fragmentés pour être réels. La loyauté s'estompe. Il n'y avait pas encore de marque de traître, aucune marque d'hérésie. L'Aquila volait encore sur de nombreux vaisseaux qui se tiraient dessus. Les aumôniers invoquaient encore le nom de l'empereur lorsqu'ils affrontaient ceux qu'ils appelaient autrefois leurs frères. Mais la vérité est mise à nu dans le mouvement. Le Huron n'attend plus. Il frappait avec précision. Il assaignait l'impérium non pas pour le fuir, mais pour le faire plier. S'il ne pouvait pas le remodeler avec des mots, alors il le ferait avec la guerre. Et dans les étoiles, le feu avait pris. Il n'a pas fallu longtemps pour que les voiles tombent. Une fois que les premiers coups de feu ont été échangés dans le déni, une fois que les dernières excuses ont été prononcées sur le ton fatigué des faux-semblants diplomatiques, le prélude a volé en éclats. Ce qui s'ensuivit ne fut pas une manœuvre froide ou un endiguement à la manière d'un jeu d'échecs, mais une guerre brute, immédiate et absolue. Les vaisseaux vides autrefois alliés dans la croisade croisent désormais les lances en orbite basse. Les opérations d'arraisonnement ne font plus semblant d'être des inspections. Les chapitres de l'Adeptus Astartes, issus du même héritage génétique forgé, se réunissaient désormais non pas en conseil, mais en massacre. La guerre de Badab est devenue une fournaise. Dans la zone du Maelstrom, les mondes qui avaient survécu à des décennies de négligence des frontières tremblaient à présent sous les tempêtes, non pas du chaos, mais de la fureur impériale tournée vers l'intérieur. Les porte-avions d'assaut effaçaient les lunes, leurs baies s'ouvrant comme des bouches de prédateurs. Les capsules de largage tombaient comme des grêlons de fer, et là où elles atterrissaient, les villes se brisaient.
Les enclaves de l'administratum furent reconverties en bastions, puis rasées par les bombardements de représailles. Aucun camp n'a revendiqué la responsabilité. Chaque camp a semé la mort. Les faucons de feu ont déchaîné les flammes et la fureur sur les plateformes orbitales qui portaient autrefois la marque de l'unité. Les Mantis Warriors ont frappé avec une précision chirurgicale, paralysant les réseaux de capteurs ennemis avant de disparaître dans la jungle des planètes qu'ils avaient ciblées. Les bourreaux, fiers et sinistres, déchiraient les flottes de blocus en formation disciplinée, refusant de céder même lorsqu'ils étaient surpassés en nombre d'armes. Les Lamenters, au nom et au destin tragique, se sont battus avec honneur contre ceux qu'ils appelaient encore leurs cousins, offrant leur pitié quand ils le pouvaient. Mais la pitié est une chose fragile. Elle n'a pas survécu à l'incendie. Les systèmes civils, pris entre les déclarations et les contre-déclarations, devinrent des théâtres de ruines silencieuses. Les réfugiés affluaient sur les routes fragmentées du vide, leurs transports interceptés, mal identifiés ou tout simplement oubliés. Les planètes jugées stratégiques ont été bombardées avant même que leurs signaux Vox n'aient pu plaider en faveur de la neutralité. Et personne n'est venu les aider. Les grands seigneurs de Terra ont débattu. L'Inquisition observait. L'administratum rangeait d'innombrables rapports dans des archives scellées, ne voulant pas reconnaître ce qui se passait. Il ne s'agissait pas d'une croisade contre les Xénos. Ce n'était pas une purge contre les hérétiques. Il s'agissait d'autre chose. Quelque chose de difficile à nommer. Il était donc plus facile de retarder la réponse que de dire la vérité à voix haute. À la surface des mondes déchirés par la guerre, ce qui avait commencé par des frappes ciblées s'est transformé en siège. Les bombardements tactiques ont dérivé vers la surenchère. Des villes entières ont été réduites en cendres sous les feux croisés de guerriers surhumains brandissant des reliques du plus terrible dessein de l'humanité. Il n'y a pas eu de cri de ralliement. Il n'y a que le silence entre les cris, la froide machinerie de la guerre avançant sans pause. Sur Viania's Reach, un monde minier coincé entre des zones de patrouille conflictuelles, la population s'est réveillée pour trouver le ciel et le sol en flammes. Les Mantis Warriors ont débarqué les premiers, cherchant à sécuriser la manufacture. Les Marines errants, arrivés 2 cycles plus tard, considéraient l'occupation comme une menace. Aucun des 2 camps n'a confirmé qui avait tiré le premier. Peu importe. À la fin de la semaine, la croûte du continent s'était fissurée sous les détonations de fusion. Il ne reste aucune trace de ce que croyaient les civils. Il n'y a plus personne pour le dire. Au-dessus de ces conflits, dans le vide, les batailles s'étirent sur plusieurs jours. Les boucliers énergétiques ont cédé sous le choc. Des nacelles d'abordage ont ouvert des brèches dans les ponts de commandement. Les vaisseaux de guerre se neutralisaient les uns les autres avec une cruauté méthodique, laissant leurs ennemis à la dérive, puis se tournaient vers de nouvelles cibles. Il n'y a pas eu de victoire, seulement des pauses. Et pourtant, les griffes astrales ont résisté. Badab Primaris a tenu bon. Les flottes d'Huron, renforcées par les chapitres alliés et les stocks maintenant entièrement révélés, ont contré chaque poussée avec une froide précision. Elles ne se sont pas contentées de réagir, elles ont anticipé. Il est devenu évident que le Huron s'était préparé à cette tempête bien avant qu'elle n'éclate. Entre 2 engagements, les aumôniers des chapitres loyalistes parlent d'hérésie, de purification nécessaire pour restaurer la volonté de l'empereur. Mais même leurs sermons devenaient hésitants. Il ne s'agissait pas de traîtres du Warp.
ni des sectaires, ni des démons. C'étaient des Astartes, tout comme eux. Et pourtant, leurs bolteurs n'hésitèrent pas. Leurs lames ne s'arrêtèrent pas. Certains loyalistes commencent à s'interroger, non pas sur leur devoir, mais sur la clarté de celui-ci. S'agissait-il vraiment d'une rébellion ou de la conséquence d'un millier d'années de négligence? Le mythe de l'unité impériale n'a pas été brisé en une seule frappe. Il s'est éteint tranquillement, saignant dans les étoiles à chaque appel à l'aide sans réponse, à chaque ville rasée non pas par une invasion extraterrestre, mais par les guerriers qui avaient juré de la défendre. Dans le froid, parmi des ruines qui ne portaient plus de nom, ce mythe s'est effondré. Il n'a pas été pleuré. Il a simplement été oublié. Et la guerre s'est poursuivie. À présent, il n'y a plus d'ambiguïté. Les griffes astrales avaient franchi le seuil de la défiance. Elles ne se présentaient plus comme de loyaux serviteurs incompris par des maîtres lointains. Leurs actions ne se cachaient plus derrière une diplomatie ou une excuse. Ils avaient dégainé la lame, la veine brandie, et avaient défié l'impérium de l'arracher à leur emprise. Badab Primaris est passé du statut de forteresse à celui de dominion. Ses anneaux orbitaux se gonflèrent de nouvelles batteries, ses boucliers planétaires furent renforcés par des technologies Mechanicus capturées. Les mines du vide semaient l'espace environnant comme des dents, disposées non pas en défense, mais en provocation. Aucun vaisseau ne passait sans être défié. Aucune sonde ne revenait intacte. Ceux qui s'y trouvaient étaient transformés par une seule vérité. Ce n'était pas un avant-poste de l'Impérium, c'était le cœur de quelque chose d'autre. Le Huron ne déclare pas un nouvel empire. Il n'a pas parlé de sécession. Il a simplement agi sans relâche, avec efficacité, sans s'excuser. Les planètes ont prêté serment d'allégeance, certaines volontairement, d'autres en état de siège sous couvert de protection. Les pactes de défense ont été réécrits en serment. Les insignes impériaux ont été conservés, mais leur signification a été vidée de sa substance. Les agents de la griffe astrale collectèrent les dîmes. Des exécuteurs fidèles aux Hurons remplacèrent les gouverneurs des planètes. Les routes Warp ont été coupées, redéfinies et rendues dépendantes de son autorité. L'Impérium, divisé par la distance et la bureaucratie, peinait à réagir. Pour chaque chapitre loyaliste envoyé pour affronter les seigneurs de guerre de Badab, un autre se retrouvait embourbé sur d'autres fronts. Incursion tyrannide, soulèvement du chaos, rébellion sectorielle. Les étoiles brûlaient de besoin, et Badab n'était qu'une flamme de plus dans une galaxie en proie aux incendies. Mais tous les yeux ne sont pas restés aveugles. L'Inquisition, longtemps silencieuse, s'agite. Ses agents avaient observé le conflit avec prudence. La rébellion parmi les Astartes était rare, et lorsqu'elle se produisait, elle était catastrophique. Une main trop rapide risquait de déclencher quelque chose de plus grand. Mais maintenant, les données sont claires. Les griffes astrales avaient dépassé le stade de la simple insubordination. Elles étaient devenues des souveraines à part entière. Et une souveraineté non accordée par le trône d'or est une trahison. C'est ainsi que l'Impérium a réagi. Pas avec des mots, mais avec les Minotaures. Ils sont arrivés sans fanfare, sans trompette, sans déclaration. Des Astartes élevés pour une seule tâche, le respect par l'anéantissement. Vêtus de bronze et de noir, leur arrivée n'était pas une annonce mais un verdict. Là où ils ont atterri, le silence a suivi. Ils ne laissèrent même pas de débris orbitaux derrière eux. Les Hurons savaient ce qu'ils représentaient. Pas la justice, pas la réconciliation, la purge. Il répond à leur arrivée non par une retraite, mais par une escalade.
Ses flottes se sont tournées vers l'interception. Ses alliés furent draliers, les exécuteurs, les guerriers mantes, les lamentateurs, et appelés à se dresser non pas pour l'indépendance, mais contre l'extermination. Ce faisant, la légende du Huron s'est approfondie. Il n'était plus seulement le tyran de Badab, il était devenu quelque chose de plus, un avatar de la résistance, un rugissement de défi contre la lente décomposition de l'ordre rigide de l'impérium. Sa voix était un feu dans l'obscurité. Nous ne nous inclinons pas. Nous ne sommes pas oubliés. Nous ne nous éteindrons pas sans bruit. Et les guerriers ont entendu cet appel. Certains croyaient en sa cause. D'autres craignaient de ne plus être utiles aux yeux de Terra. Mais tous ceux qui l'ont soutenu ont saigné comme un seul homme, et ce sang versé a donné naissance à de nouveaux mythes. Les Minotaures pressaient avec une précision impitoyable, démantelant les positions ennemies comme des sculpteurs ciselant la défiance. Là où d'autres hésitaient à commettre un fratricide, ils l'exécutaient sans pause. Les Hurons répondirent par des embuscades dans les puits de gravité, des nids de torpilles cachées et des contre-attaques incessantes. Pourtant, l'étau des loyalistes se resserre. Des planètes ont été reprises, puis brûlées à titre d'exemple. Les allégeances sont devenues fragiles sous la pression. Les guerriers mantes se sont retirés en marge de la société. Les exécuteurs commencèrent à s'interroger sur leur rôle. Les Lamenters, épuisés par des pertes incessantes, implorèrent la clémence des civils pris dans l'incendie. Mais pour le Huron, il ne peut y avoir de reddition. Sa position est plus que stratégique, elle est symbolique. Céder, c'était effacer tout ce qu'il avait construit, c'était confirmer toutes les accusations, et c'est ainsi qu'il tint bon. Non pas par illusion, mais par une sinistre compréhension. Il avait franchi la ligne, et derrière lui, le pont était en cendres. Le trône qu'il a défié a envoyé des lames pour le réduire au silence, mais il a répondu par l'acier et le tonnerre. Parmi ses guerriers, le moral est devenu un mythe. Chaque combat devient une légende, chaque défaite, un vœu de vengeance. Ils n'étaient pas des rebelles, se disait-il. Ils étaient le bouclier que l'Impérium avait mis de côté, maintenant reforgé comme une lance. Et dans les profondeurs de Badab, sous le ciel de fer et les secousses sismiques des bombardements, Huron regardait les étoiles brûler et souriait. Il ne s'agit plus d'autonomie. Il s'agissait d'une guerre d'identité, d'objectifs, de qui avait le droit de définir ce que signifiait servir. Et sa réponse était claire. Au-delà des cartes officielles, le Maelstrom enfle. Elle n'est plus seulement la toile de fond de la guerre. Elle y participe désormais, une entité sans visage ni forme, qui répond à l'effusion de sang par la turbulence. Les tempêtes s'élargissent en spirale, déforment le temps, replient les échos dans le tissu du silence. La communication s'affaiblit. Les systèmes disparaissent de la portée astropathique, puis réapparaissent des jours ou des mois plus tard, modifiés ou vidés de leur substance. Des pilotes font état de visions dans le vide. Des observateurs silencieux ont été aperçus juste au-delà de la portée des capteurs. Des vaisseaux voyageant ensemble arrivent séparément, parlant de batailles différentes. Quelque chose d'ancien s'agite sous la surface de la réalité, comme attiré par la fréquence de la trahison. Des rumeurs s'ensuivent, comme c'est toujours le cas. Que le Huron ne s'adresse plus seulement aux hommes. Que ses coffres abritent des reliques non bénies par le Mechanicus, des artefacts bourdonnant d'une femme invisible. Que les émissaires n'arrivent pas dans des navettes, mais dans des rêves, et que leurs conseils soient suivis des faits. Il n'y a pas de preuves, il n'y en a jamais eu. Mais la chaîne sait.
Il déferle le long de ses frontières, épais de présages. Les étoiles scintillent à l'unisson, là où elles ne devraient pas. Les serpents du vide s'enroulent dans l'hyperespace. Les anomalies se multiplient près de Badab Primaris, puits de gravité localisée, signature thermique sans masse, rafale de transmission non sourcée. Le modèle n'est pas humain. La réponse de l'Imperium se durcit en conséquence. Les renforts n'arrivent pas en libérateurs, mais en exterminateurs. Ils ne cherchent plus à rétablir l'ordre. Ils sont là pour y mettre fin. Et ceux qui se tenaient autrefois aux côtés du Huron commencent à se briser. Les lamentateurs sont les premiers à souffrir. Connus pour leur destin maudit et leur triste héritage, ils avaient suivi Huron par désespoir, espérant trouver un but au-delà des marges de la faveur impériale. Mais le but n'est pas une armure contre le feu. Les Minotaures s'abattent sur eux avec une brutalité sans appel, non par idéologie, mais parce qu'ils sont présents. Les Lamentateurs défendent avec courage la cause qu'ils ont adoptée, mais ils sont trop peu nombreux, trop dispersés. Leurs vaisseaux sont endommagés, leurs compagnies sont perdues. Aucun quartier n'est accordé. Ceux qui survivent sont laissés à la dérive, désarmés et sans voix, pardonnés non pas par pitié, mais par indifférence bureaucratique. Ils disparaissent dans des déploiements obscurs, leur nom est terni, leur héritage brisé. Ils se sont battus pour une vision et n'ont trouvé que l'exil. Les bourreaux suivent peu après. Les serments qu'ils ont prêtés aux Hurons étaient personnels, forgés par des liens d'honneur. Mais l'honneur a des limites, et ils sont d'abord des guerriers, pragmatiques, liés par un code qui ne permet pas une futilité sans fin. Ils se retirent, non pas par honte, mais avec une finalité solennelle. Ils ne présentent pas d'excuses, ils ne cherchent pas à se racheter. Leur vaisseau change simplement de cap, s'éloignant de Badab, vers des coins tranquilles de la galaxie où les batailles sont menées avec un sens plus clair. Leur silence en dit assez. Huron se retrouve donc plus seul que jamais. Sa confrérie de parias et de guerriers se réduit à un noyau dur. Ceux qui restent sont fidèles non pas à une cause, mais à lui. Pas pour l'idéologie, mais pour le défi partagé. Les griffes astrales tiennent bon. Leurs défenses sont de plus en plus désespérées, redondantes, dissimulées derrière des tempêtes d'ions et de fausses télémétries. Mais le filet se resserre tout de même. Et la distorsion répond. D'autres vaisseaux signalent des anomalies près du cœur du Maelstrom. Les échos daimoniques se répercutent dans les cogitateurs de navigation. Les astropathes pleurent de l'encre et parlent des langues inversées. Certains vaisseaux loyalistes commencent à se demander s'ils se battent encore contre un homme ou contre quelque chose qui a invité une marée plus sombre. L'Inquisition publie des protocoles de confinement de niveau rouge. Non pas parce que Huron est tombé dans le chaos, pas encore, mais parce qu'ils craignent qu'il ne le fasse. Et la peur dans l'Imperium est une raison suffisante pour l'anéantissement. Pourtant, Badab ne cède pas. Le Huron parle moins maintenant. Ses proclamations sont moins nombreuses. Mais lorsqu'elles arrivent, elles ont le poids de la finalité. Il n'y aura pas de reddition, pas de conditions, pas de marché. Il ne demande plus à être cru. Il demande de la reconnaissance. Ce qu'il est devenu n'est ni un rebelle, ni un hérétique, mais quelque chose de plus ancien. Un chef de guerre forgé dans le feu, baptisé dans la trahison, intronisé dans la tempête. Et autour de lui, les étoiles se tordent. Seul le vide offre maintenant la vérité. Il ne ment pas. Il ne flatte pas. Il consomme, tout simplement. Cela commença par un faible bourdonnement dans les moteurs du vide profond, synchronisé avec une marche de la mort.
Un à un, les vaisseaux ont émergé du voile de la distorsion, repoussant le noir entre les étoiles. La flotte était vaste, non pas pour le spectacle, mais pour la certitude. Elle n'était pas venue pour négocier. Elle est venue pour en finir. Badab Primaris attendait. Ses anneaux orbitaux étaient armés, son atmosphère protégée par des treillis d'énergie du vide et des contre-mesures cinétiques. Les plateformes extérieures, qui étaient autrefois des carrefours commerciaux et des nœuds de communication, avaient été transformées en bastions. Les batteries étaient orientées vers l'extérieur. Aucune lumière ne scintillait sans calcul. Mais même le rempart le plus fortifié n'est jamais censé rester seul pour toujours. Les loyalistes s'étaient rassemblés pour un seul coup. Les chapitres d'anciennes lignées, Scorpions rouges, Anges de feu et Fantômes des étoiles, s'étaient unis dans un même but. Les Minotaures menaient, silencieux comme toujours, leurs coques de bronze murmurant des menaces dans le calme de l'approche. Ils ne lancèrent aucun avertissement, ne firent aucun dernier appel à la reddition. Ils ont ouvert le feu. La première salve fendit le halo extérieur des défenses, sectionnant les quais avec une brutalité chirurgicale. Les explosions tracèrent des lignes à l'horizon et le ciel au-dessus de Badab s'assombrit, non pas à cause du crépuscule, mais à cause des débris qui tombaient. Des fragments de croiseurs brisés brûlaient comme de fausses étoiles en traversant la haute atmosphère de la planète. Et pourtant, les griffes astrales ne cèdent pas. Huron se tenait au centre de la tempête, le sanctuaire de commandement situé sous la croûte de la planète, n'étant plus guère qu'un temple de la guerre. Son armure, autrefois resplendissante avec l'héraldique de la légitimité, était devenue plus sombre, plus lourde, ses sigles gravés plus profondément à chaque perte. Sa voix résonnait dans le réseau de combat, contrôlée, tranchante, implacable. Il n'a pas fait de quartier. Il n'a pas battu en retraite. Les vaisseaux d'attaque s'élancèrent en par vagues, se faufilant entre les flottes ennemies comme des volées de corbeaux aux ailes d'acier. À la surface, des grilles de défense s'élevaient des silos cachés, martelant le sol en arcs de lumière. Les lasers de défense orbitale se frayaient un chemin à travers les torpilles d'abordage. Pendant un instant, la marée semble incertaine. Mais l'Imperium ne se brise pas. Il s'use. Ce que les griffes astrales ont repoussé lors de la première vague, elles n'ont pas pu le maintenir contre la deuxième, ni contre la troisième. Les heures s'étirèrent en jours. Les barrages tonnaient depuis l'orbite comme une tempête sans fin. Les villes, autrefois forteresses, se fissurèrent sur leurs fondations. Les districts hubs s'effondrèrent sur eux-mêmes. Les mers bouillaient sous les champs de débris en cascade. Au milieu de ces ruines, les Hurons se battent. Ils ne se cachaient pas derrière des chaises de commandement ou des cerveaux-trônes. Les rapports le plaçaient personnellement au point d'entrée, brandissant une hache de puissance recouverte d'éclairs, déchirant les envahisseurs comme un mythe qui s'incarne. Son rugissement était entendu à travers des liaisons vox brûlées, ralliant ses guerriers non pas avec de l'espoir, mais avec de la fureur. Une fureur qui refusait de laisser l'histoire l'écrire comme un lâche. Pour ses partisans, il était transcendant, mi-légende, mi-remorque. Pour ses ennemis, il était une tempête trop serrée, une menace que l'on ne pouvait ni raisonner, ni ignorer. Ils ont poussé plus fort. Les fantômes des étoiles ont déployé des équipes de tueurs dans les bastions centraux. Les anges de feu ont rasé les lignes de défense du sud avec des flammes contrôlées. Les scorpions rouges se sont battus avec un rituel sinistre, cartographiant le terrain du domaine du Huron avec chaque corps laissé derrière eux. Peu à peu, la surface se fractura. Les voûtes de Badab se sont fissurées.
Les silos à carburant se sont rompus. Les catacombes qui renfermaient autrefois les reliques de la fondation du chapitre étaient maintenant couvertes de sang et de feu. Le ciel n'avait plus de forme. Il n'était que fumée et chute de métal, brisée par des lances orbitales qui déchiraient les montagnes. Et pourtant, le Huron ne tombe pas. Il devint une ombre dans les couloirs, un écho à chaque affrontement. Les canaux Vox chuchotaient sa présence quelques secondes avant qu'une armure électrique ne soit trouvée fendue en deux, ou que des escouades loyalistes ne s'effondrent sous un poids invisible. Qu'il s'agisse de lui ou du mythe qui l'entourait, l'effet était le même. Il ne serait pas tué comme un vulgaire traître. Les derniers bastions finirent par être percés. La salle du trône, autrefois tapissée de sigils de loyauté, devint une tombe d'acier fondu. On dit que Huron a été vu pour la dernière fois encerclé, le sang ruisselant sur les coutures de son armure, la moitié de son casque arraché, la mâchoire exposée en signe de défi. La vérité n'est connue que de ceux qui se trouvaient dans cette chambre. Ce qui est certain, c'est qu'il n'est pas mort. L'épave a été retrouvée. Son corps ne l'a pas été. Ce qui s'échappa fut quelque chose d'à peine vivant, brisé dans sa forme mais pas dans son esprit. L'homme qui s'était couronné de feu disparut dans le vide, laissant derrière lui le silence. Le siège a pris fin, mais ce n'est pas une victoire nette. Ce qui a été écrasé n'est pas simplement une rébellion, c'est une vision, le refus d'un chef de guerre d'être oublié. Alors que les armes se taisent et que la cendre se dépose sur les ruines de Badab, une vérité reste inexprimée mais comprise. Le tyran est tombé. Mais il n'a pas été réduit au silence. Le sol se fendit sous le poids de l'effondrement. Badab Primaris, autrefois sanctuaire de la domination calculée, tremblait à présent sous le poids du feu. Les tours qui s'élevaient vers le ciel en signe de défi se replièrent sur elles-mêmes, consumées par des détonations internes. Les voûtes autrefois scellées avec fierté éclatèrent, déversant dans l'atmosphère étouffante des débris sans lumière et des cadavres fumants. Le dernier bastion s'était fissuré, non pas par capitulation, mais inévitablement. Il n'y avait pas de salut, seulement des fins. Lufket Huron, autrefois maître de chapitre, puis tyran, aujourd'hui brûlé. Sous le manteau fracturé de la planète, son dernier bastion est devenu un tombeau éclairé par des scintillements rouges et du fer en fusion. La bataille à l'intérieur avait été brutale, et ses conséquences encore pires. L'armure d'Huron forgée par l'héritage et l'ambition n'était plus qu'une ruine fusionnée à la chair. Son côté droit était brûlé, l'os exposé sous la céramide tordue. Un œil bionique s'est vidé de sa substance. Sa voix, qui commandait autrefois des flottes entières, râlait maintenant comme du métal déchiré traînant sur de la pierre. Ils l'ont trouvé là, entouré des restes déchiquetés de sa garde personnelle, leur serment accompli dans le sang. Sa respiration était saccadée, mais présente. Son gantelet tenait toujours la poignée de son arme. Sa haine était intacte. Il aurait dû mourir à ce moment-là. Mais la distorsion ne permet pas toujours de tirer des conclusions nettes. Certains disent qu'il a été traîné en lieu sûr par les dernières griffes loyales qui pouvaient encore bouger. D'autres parlent d'un vaisseau, silencieux, enveloppé d'énergie réfractée, qui est descendu dans le cratère sans prévenir et a disparu avant que la poussière ne soit retombée. Quelques-uns pensent qu'il ne s'agissait pas d'un vaisseau, mais de quelque chose de plus ancien, quelque chose qui observait depuis l'au-delà du voile de la réalité, tendant la main dans le feu pour arracher le Huron à son emprise.
Quelle que soit la vérité qui se cache dans ce moment, elle n'a pas été trouvée par les loyalistes. Ce qu'ils ont découvert, c'est l'absence. Le sanctuaire a été éventré, ses banques de données effacées, ses défenses réduites à néant. Pas de corps, aucune trace, juste de la chaleur, des débris et la certitude que leur proie avait échappé à la justice. L'Imperium ne pardonnerait pas cela. Il ne le pouvait pas. C'est ainsi que le jugement a été rendu. Les Astral Claws ont été privés de leur nom, de leur lignée et de leur honneur. Leur chapitre a été déclaré Excommunicate Traitoris. Leur iconographie, autrefois affichée avec révérence, a été interdite, marquée pour éradication. Tout frère portant le sigil de la griffe était désormais un fugitif, chassé partout où il s'enfuyait. Quelle que soit leur raison, quelle que soit leur conviction, ils sont désormais hérétiques par décret. Les dossiers ont été scellés. Les histoires ont été modifiées. Ce qui avait été une fière force de défense aux confins de l'espace impérial est devenu un conte d'avertissement dans le silence. Mais le silence ne dure pas longtemps. Pas dans le Maelstrom. Ces tempêtes ont surgi dans le sillage du siège, comme si elles avaient été attisées par la fuite. Les routes de la distorsion se tordirent davantage, voilant des régions que l'on pensait cartographiées. On commença à apercevoir des griffes astrales dispersées, des vaisseaux à la livrée modifiée, des commandants qui parlaient avec la voix du Huron, même depuis des systèmes éloignés. Ils frappèrent avec rapidité, récupérèrent ce dont ils avaient besoin et disparurent à nouveau dans l'irréalité. Et pendant tout ce temps, personne ne pouvait dire avec certitude où était parti le Huron. Mais il n'était pas mort. Certains affirmaient l'avoir vu, reconstruit, modifié, plus machine qu'homme, mais indéniablement lui. D'autres parlaient de transmissions interceptées, truffées de parasites, délivrant des coordonnées en écho codé. L'un d'eux racontait qu'un croiseur abandonné avait été retrouvé à la dérive près du cœur du Maelstrom. À l'intérieur, une fresque gravée dans la rouille et le sang, une seule griffe dressée contre une couronne brisée. Le message était clair. Le Huron ne s'est pas rendu. Il s'est transformé. Il avait pris la blessure, la marque, la perte du titre, et l'avait transformé en carburant. Quoi qu'il arrive ensuite, ce ne serait pas un retour. Ce serait un bilan. Ceux qui avaient fait tomber sa forteresse croyaient que l'histoire se terminait lors de ce siège. Ils se sont trompés. Badab Primaris a peut-être brûlé, mais le tyran n'a perduré. Pas en empire, mais en écho. Dans les chemins tortueux du Maelstrom, là où les cartes stellaires s'effacent et où les signaux meurent, son ombre s'est enroulée, non pas comme un rebelle vaincu, mais comme quelque chose qui s'élève encore. Dans le vide où les étoiles scintillaient autrefois sans crainte, le Maelstrom couve. La guerre est terminée. Sa fin a été déclarée par un décret officiel, marqué par le parchemin et la cire, par l'encre et le sang. Les derniers ordres sont consignés, les derniers rapports scellés dans les coffres. Mais la paix, en vérité, ne suit pas les déclarations. Elle doit être gagnée, et personne dans le Maelstrom ne la gagne aujourd'hui. L'Imperium se reconstruit par fragments. Les flottes de l'Administratum répertorient les secteurs ravagés par les combats. Les vaisseaux d'exploration cartographient les champs de débris où se trouvaient autrefois des villes. Les mondes de la dîme, ceux qui ont survécu, sont réquisitionnés, réendoctrinés et remis en service. Les bannières ecclésiastiques flottent à nouveau. Les chapelles sont reconstruites sur les fondations brûlées, chacune portant l'Aquilador comme un rappel. L'obéissance,
une fois perdu, ne peut plus jamais l'être. Mais même dans la victoire, les cicatrices demeurent. Au sein des chapitres loyalistes, le silence persiste comme la fumée dans les poumons. Leurs dossiers sont nettoyés, leurs actions justifiées, mais la mémoire ne peut être expurgée. Des frères qui s'entraînaient autrefois ensemble se croisent aujourd'hui avec des hésitations inavouées. Des compagnies entières sont enterrées sur des lunes oubliées. Des commandants déchirés lors d'abordages orbitaux dont personne ne se souvient. Les Firehawks parlent moins maintenant. Les Star Phantoms refusent de raconter leur rôle dans l'assaut final. Même les Minotaurs, fidèles à leur doctrine, quittent le secteur sans cérémonie. Il n'y a pas de triomphe. Il n'y a que de l'endurance. Le Maelstrom lui-même, qui était déjà une plaie pour la galaxie, s'est aggravé. Les tempêtes warp se déchaînent plus fréquemment, atteignant des systèmes longtemps considérés comme stables. Les voies tracées se transforment en cul-de-sac. Les relais de signalisation s'éteignent sans prévenir. Des transmissions fantômes résonnent entre les itinéraires de patrouille, répétant des indicatifs que l'on croyait perdus depuis les premiers jours de la guerre. Pour certains, il s'agit simplement du chaos de la distorsion. Pour d'autres, c'est un écho persistant. La tempête se souvient. Et dans cette incertitude, un nom perdure. Huron. Elle n'est pas prononcée dans les salles de commandement, ni consignée dans les archives publiques. Mais parmi les navigateurs, les commerçants véreux et les éléments marginaux, elle passe de chuchotement en chuchotement. Le tyran a été vaincu, mais son héritage n'a pas été consumé par les flammes, parce que ce qu'il représentait, aussi tordu soit-il, n'était pas seulement une rébellion, c'était un refus, le refus de l'oubli, un refus de la négligence déguisée en devoir. Sa guerre avait commencé comme une protestation et s'était terminée comme une condamnation, non pas de l'empereur, mais de l'impérium construit en son nom. Et pour beaucoup, cette condamnation résonne encore. Certains vestiges des griffes astrales sont chassés, d'autres disparaissent. Des rumeurs circulent sur des vaisseaux que l'on croyait détruits et qui reviennent sous d'autres couleurs, arborant d'étranges bannières, rouges tailladées de noir, familières mais changées. Le symbole de Huron a été effacé et remplacé par quelque chose de nouveau. Mais même s'ils ne sont jamais revenus, les questions demeurent. Était-il fou ou simplement abandonné? Un tyran ou le produit de l'échec impérial? Cherchait-il à détruire l'impérium ou à le forcer à devenir ce qu'il prétendait être? Les loyalistes n'en parlent pas. Mais dans les moments calmes, entre les missions, les vétérans de la guerre de Badab ne rêvent pas de victoire. Ils rêvent de couloirs imprégnés de la lumière du feu, d'appels vocaux sans réponse, de frères qui se tiennent du mauvais côté de la lame. Toutes les guerres ne sont pas gagnées sur le terrain. Certaines ne sont que retardées. L'impérium reconquiert des territoires. Il rétablit l'ordre. Il renomme les avant-postes et efface les archives. Mais ce qui a été brisé pendant la guerre ne peut être réparé par décret. La fracture est réelle et sa ligne de faille traverse toujours les étoiles. Au bord du Maelstrom, là où les cartes deviennent vagues et où les balises se taisent, le vide veille toujours. Les navires qui dérivent trop loin ne reviennent parfois pas. Ceux qui reviennent rapportent des histoires, des vaisseaux sans code IFF, des équipages aux litanies altérées, des armures noircies, mais portant encore la forme silencieuse d'une griffe. Peut-être le Huron vit-il. Peut-être est-il mort dans l'incendie, et seule la légende en a réchappé. Mais les légendes sont des choses puissantes.
Et le nom qu'il a laissé derrière lui, bien que rayé du registre impérial, n'est pas oublié. Pas par ceux qui l'ont combattu, pas par ceux qui cherchent encore dans le vide quelque chose qui ne soit pas seulement de l'obscurité. Le tyran a brûlé, mais le feu ne disparaît pas. Il couve, invisible, sous la cendre et le silence, en attente. Il y a des endroits dans la galaxie où le temps ne passe pas. Il s'enroule. Là où les épaves flottent, non pas comme des vestiges, mais comme des offrandes à la tempête. C'est dans ce silence, hors de portée des calculs impériaux, que le tyran est tombé. Porté par la chance, par un plan ou par quelque chose de plus sombre, Lufkt-Huron disparut au cœur du Maelstrom, entraînant dans son sillage le feu et le mythe. Et là, loin du jugement, il n'est pas mort. Il a enduré. Ce qui restait de lui, chair brûlée, os fracturée, armure soudée aux nerfs, était brisé, mais vivant. Quelques fragments de mémoire brûlaient encore. La chute de Badab, l'effondrement de son commandement, la trahison de ses alliés et le silence de l'Impérium qui lui avait jadis fait jurer son devoir. Son nom, autrefois prononcé avec respect, ne porte plus que l'écho d'un procès qu'il n'a jamais eu l'occasion d'affronter. Le temps s'est écoulé en morceaux. Il n'y avait pas de soleil, pas de mesure du jour, seulement des scintillements de conscience recousus par la douleur. Mais des mains travaillaient dans l'obscurité. Des mains avec des outils, pas des prières. Des machines l'entouraient. Les prothèses étaient greffées non pas avec soin, mais dans un but précis. L'acier remplaçait les tendons. Des pistons à la place des muscles. Des tubes, des câbles, des réacteurs trop anciens pour être nommés se sont fondus dans son corps en ruine. Son côté gauche devint une cage armée. Sa poitrine, un creuset de vengeance encastré dans des plaques gravées de serments inexprimés. Son œil, désormais artificiel, brûle d'un rouge qui ne cille pas. Lorsqu'il s'éveilla pleinement, ce ne fut pas à la lumière, mais au mouvement. Une chambre de fer noircie, éclairée seulement par la lueur des instruments. Une voix chuchotait en binaire. Localisation, désignation du navire, intégrité de la coque. Il était allongé sur un trône de commandement, non pas d'état, mais de survie. Le plafond ne portait aucun signe d'allégeance, juste la légère cicatrice d'une griffe, profondément gravée. Il ne se souvient pas de tout ce qui s'est passé avant. Pas clairement. Les visages vacillent et s'effacent, les noms sonnent creux. Ce qui est resté, net et sans équivoque, c'est la rage. Il a cherché un nom qui ne lui correspondait plus. Lufkt-Huron, maître de chapitre, défenseur du Maelstrom. Cet homme avait brûlé, il avait été trahi, avait été effacé, et à sa place, quelque chose d'autre s'agite désormais. Il n'a pas reconstruit pour récupérer, il a reconstruit pour se venger. Là où il cherchait à diriger, il cherchait maintenant à démolir. L'Impérium qui l'avait qualifié de traître, qui avait condamné ses frères à la ruine, ne serait pas confronté à la justice. Il serait démantelé sur ses flancs, ses fractures élargies, ses avant-postes saignés à blanc. Le nom Lufkt-Huron a été laissé dans les ruines. Dans l'obscurité, un nouveau nom a pris racine. Blackheart. Un nom qui n'est pas né d'un héritage ou d'un honneur, mais d'une perte calcifiée dans un but. Un nom prononcé avec effroi dans les canaux cachés, porté par les commerçants malhonnêtes et les capitaines sous pavillon noir en guise d'avertissement. Un nom qui ne cherchait pas la rédemption, mais seulement le bilan.
Blackheart est devenu l'œil du cyclone. Il a convoqué les brisés, les dispersés, les oubliés. Les Astartes dont les chapitres étaient morts en silence. Des soldats déshonorés par un décret injuste. Des corsaires qui voulaient plus que du pillage. Tous venaient, non pas pour une cause, mais pour avoir la chance de brûler la galaxie qui les avait rejetés. Et en eux, il a vu des reflets, pas des frères. Instruments. À partir des restes fondus de son identité, il a forgé une flotte, non pas une croisade, mais un essaim, non pas des légions, mais des meutes, pas de doctrine, mais de l'instinct. Ce qui avait été de la loyauté est devenu de la liberté, sans être lié par la loi ou la culpabilité. Il ne servait pas le chaos, mais ne le fuyait pas non plus. Le Warp murmurait encore, mais il écoutait avec la prudence d'un soldat et non avec la foi d'un fanatique. Dans l'ombre, Blackheart grandit. Il ne porte plus le sigle offert par l'empereur. Il ne portait pas de laurier. Son armure, qui n'était plus qu'un patchwork de céramique roussie et d'alliage arcanique, arborait un nouvel emblème, un rouge traversé par le noir du vide, un symbole sans héritage, sans histoire, un symbole de vol, de rébellion, de la tempête qui le suivait. Ce qui s'est levé dans l'obscurité n'était plus un homme, ni un tyran, ni un martyr. C'est une blessure qui ne se referme pas. Et de cette blessure naîtra un jour une nouvelle guerre à travers les étoiles. Des creux des flottes brisées et des spirales les plus éloignées de l'espace obscurci, ils sont revenus. Pas comme les Astral Claws qu'ils étaient autrefois. Ce nom était mort, brûlé sous un verdict qu'aucun appel ne pouvait renverser. Ce qui a émergé du maelstrom dans le sillage du silence, ce sont des survivants vêtus d'armures de récupération, dépouillés de toute allégeance, liés non par la tradition mais par la fureur. Leur couleur avait changé. Le rouge était maintenant traversé par le vide et le noir, comme une blessure en travers du plastron. Les noms s'effaçaient. Les serments n'ont pas été prononcés. Mais ils venaient, attirés par une gravité singulière, par une figure à la fois crainte et vénérée. Ils sont venus à Blackheart. Ce qu'il leur a offert n'était ni la rédemption, ni le pardon. Il n'y avait pas de pénitence, seulement un but. À ceux qui avaient perdu leur planète, qui avaient vu la justice de l'empereur se résumer à la flamme et à l'acier, qui avaient vu leur héritage réduit à des parchemins interdits et à des effacements, il offrait une chance de riposter. Des flottes de pirates commencèrent à se rassembler en périphérie. Il ne s'agissait pas des charognards éparpillés et sans but qui avaient longtemps pollué les routes négligées de l'Imperium, mais de quelque chose de plus froid, plus coordonné. Des vaisseaux à capacité de distorsion peints avec une iconographie récupérée, leurs cales réaménagées avec des coffres de verrouillage génétique et des équipements réutilisés. Leurs commandants étaient des vétérans de la guerre de Badab, aujourd'hui déchaînés. Ils ont frappé rapidement. Le segmentum obscurus, vaste et enchevêtré de courants de distorsion, devint leur terrain de chasse. Les lignes de ravitaillement impériales qui s'étiraient à travers les ceintures d'astéroïdes et les ports de forges mineures étaient marquées par de nouveaux signes du vide. Des vaisseaux qui attaquaient sans prévenir, disparaissaient avant l'arrivée des renforts et ne laissaient aucun survivant. Les convois transportant la dîme vers Mars se sont volatilisés. Les agrimondes signalant des raids mineurs se virent dépouillés de leur défense orbitale du jour au lendemain. C'est alors que le schéma s'est dessiné. Les corsaires rouges, comme on les appela bientôt, ne frappaient jamais au hasard. Chaque cible affaiblissait l'infrastructure locale, relais de communication,
sanctuaires astropathiques, stations de carburant. Le Maelstrom ne s'est pas calmé, il s'est agrandi, pas physiquement, symboliquement. Il est devenu une région qui s'est infiltrée dans l'espace impérial, non pas par l'invasion, mais par la corruption. Les secteurs proches de ces frontières adoptèrent de nouvelles routes commerciales, modifiant les patrouilles pour éviter le pire. Et dans le silence qui remplit les vides qu'ils ont abandonnés, les corsaires se déplacent librement. Chaque flotte portait la marque d'origine disparate, ancien modèle Astartes fusionné avec des technologies récupérées, vaisseaux du vide provenant de chapitres loyalistes, armes autrefois sanctifiées aujourd'hui réaffectées. Mais leur unité était indéniable. Ils répondaient à un seul commandement. La volonté de Blackheart les guidait. Il n'a pas donné d'ordre par le biais des hiérarchies traditionnelles. Ses décrets arrivaient en rafale, codés, bref, jamais signés. Ils voyageaient dans la chaîne comme du venin dans l'eau, mais ils atteignaient toujours leur but. Les capitaines les exécutaient sans poser de questions, pas par foi, mais par peur. Ou le respect, parfois les deux. Son influence ne s'étendait pas seulement aux raiders et aux saboteurs, mais aussi à l'infiltration. Des officiers en disgrâce de régiments de la garde impériale disparurent pour réapparaître sous le commandement des corsaires. Des marchands clandestins opérant en marge de la société trouvèrent de nouveaux clients, avec des pièces et des promesses plus étranges les unes que les autres. Même au sein du Mechanicus, des murmures commencèrent à se faire entendre. D'anciens modèles étaient reproduits sans autorisation de forge, des STC rares étaient accessibles dans des coffres scellés loin de Mars. Pourtant, Blackheart est resté invisible. Il est devenu un fantôme cousu au bord des cartes impériales. Un nom gravé en rouge sur noir, rarement prononcé à voix haute, mais toujours compris. Un seigneur de guerre non pas des mondes, mais des chemins, des routes, des épaves et des systèmes longtemps considérés comme inutilisables. L'Imperium s'en est rendu compte. Les inquisiteurs ont commencé à tracer les schémas. Les forces navales ont lancé des opérations de recherche et de destruction qui n'ont trouvé que des enveloppes et des pièges. Les équipes de tueurs envoyées dans les bases suspectes sont revenues brisées, si elles sont revenues. Les corsaires rouges n'étaient pas une légion, mais ils n'avaient pas besoin de l'être. C'étaient des fantômes avec des dents, des loups qui traquaient non pas les champs de bataille ouverts, mais les fractures, ces failles vulnérables où la bureaucratie échoue, où le renforcement est trop lent, où l'honneur n'est plus qu'un souvenir. Et pendant tout ce temps, Blackheart observait. Il ne parle pas d'empire. Il n'a pas revendiqué de trône. Sa vision était celle d'un bouleversement, d'une décomposition accélérée, d'une blessure élargie, jusqu'à ce que l'Imperium ne puisse plus prétendre être entier. Son âme, autrefois accablée par le devoir, était devenue une lame, forgée dans la trahison, trempée dans l'exil, et maintenant dégainée dans les ténèbres. Les corsaires rouges en étaient le fer de lance. Et le Maelstrom avait retrouvé son souffle. À la lisière tremblante du Maelstrom, là où l'espace lui-même s'effiloche dans la folie et où la lumière se comporte comme une mémoire, Blackheart a élevé quelque chose qui ressemble à un trône, non pas sculpté dans l'or, ni entouré de saints, mais construit à partir de fer, de silence et d'os roussis. Ce n'était pas un empire au sens traditionnel du terme. Il n'y avait pas de décrets gravés dans le marbre, pas de tribunaux ou de bannières accrochées dans la révérence. Ce qu'il construisit était un domaine de routes, d'avant-postes, de stations du vide soudées à des astéroïdes,
de ruches abandonnées converties en forges de guerre. Il respirait des ombres et crachait des flammes. Il n'a pas conquis les planètes pour les dominer. Il les a brisées pour les réaffecter. Les colonies minières sont devenues des chantiers navals. Les sanctuaires ont été dépouillés de leurs ressources. Les forteresses furent creusées pour abriter de nouvelles bandes armées. Dans le vide éclaté autour du Maelstrom, les systèmes oscillaient entre l'occupation et l'abandon, toujours fluides, toujours loyaux envers lui seul. La galaxie l'a qualifié de renégate, mais il n'a plus besoin des définitions de la galaxie. Il se dit libre, et en ce nom, d'autres sont venus. Les Astartes traîtres, ceux qui sont restés après des rébellions brisées, les guerriers des légions dissoutes et des chapitres fantômes, ont dérivé dans son orbite. Certains arrivèrent dans des vaisseaux fracturés portant encore d'anciens symboles, leur histoire ayant été effacée ou proscrite. D'autres arrivaient couverts de mensonges, désespérés de servir sous les ordres de quelqu'un qui ne se souciait pas de ce qu'ils avaient été. Blackheart leur souhaite la bienvenue. Il n'exigeait aucune foi. Pas de loyauté au-delà de l'utilité. S'ils servaient avec compétence, on leur donnait le commandement. S'ils trahissaient, ils étaient réaffectés. Des équations simples, comprises par tous. Ces flottes prirent des formes et des objectifs étranges. Des vaisseaux qui faisaient autrefois partie de fières flottes de combat étaient désormais équipés d'un blindage forgé par distorsion. Des moteurs qui fonctionnaient sans carburant. Des armes dont l'origine ne pouvait plus être expliquée. Cette montée en puissance s'est accompagnée de chuchotements provenant de coins plus sombres. La distorsion l'observait, toujours. Les démons s'agitaient au seuil de son empire, non pas comme des maîtres, mais comme des opportunistes. Les sorciers lui apportaient des offrandes, des dons de dieux anonymes, des lames qui buvaient la mémoire, des runes qui pulsaient lorsqu'on leur parlait. Il les accepta non par dévotion, mais par pragmatisme froid. Il portait ce qui fonctionnait, il maniait ce qui détruisait, mais il n'a confiance en rien. Il avait vu trop clairement la ruine qu'entraînait le fait de s'agenouiller devant des choses invisibles. Il n'était ni un pion, ni un prophète. Lorsque les murmures sont venus promettre le pouvoir, il a écouté et s'est ensuite assuré qu'il ne parlerait plus jamais. Son alliance avec la distorsion n'était pas une question de croyance. Elle était utilitaire. Un commerce fait avec une arme, pas avec un sanctuaire. Et grâce à cet équilibre, il a gardé le contrôle. Ses commandants formaient une cour de prédateurs. Certains étaient des capitaines exilés, d'autres des survivants tordus des croisades noires, portant encore les tatouages de vieilles guerres brisées. Chacun apportait ses propres méthodes. Chacun craignait Blackheart plus qu'il ne se haïssait. Ensemble, ils patrouillaient le réseau de routes connu uniquement des corsaires rouges, des voies protégées par des tourbillons de distorsion, masquées par des signaux fantômes, gardées par des mines fines comme des capteurs et des lunes mortes remplies de postes d'écoute. De ces artères, des frappes ont émergé à travers le segmentum obscurus comme des tempêtes sans avertissement. Des équipes de tueurs Astartes ont enlevé des Psykers rebelles. Les stations ont été vidées de leur carburant. Les prêtres techniciens disparurent des voûtes profondes, leur savoir étant trop utile pour être gaspillé dans la mort. L'Imperium a réagi en mettant en place des forces d'intervention, des purges et des croisades. Mais les forces de Blackheart ne tinrent jamais assez longtemps pour être acculées. Elles disparurent dans les marées du Maelstrom, ne laissant derrière elles que des infrastructures en ruine et des souvenirs. Et pourtant, son rayon d'action ne cesse de croître. Non pas en s'emparant d'un territoire,
mais en mettant à mal la stabilité. Les planètes proches de son influence commencent à accumuler des ressources. Les envoyés de l'administratum déposent des rapports contradictoires. Les commandants impériaux affectés au secteur voisin demandèrent soudain à être réaffectés, invoquant des modèles et des mouvements anormaux. Même au sein des chapitres loyalistes, la prudence grandit. Peu d'entre eux se sont portés volontaires pour le chasser. Moins nombreux étaient ceux qui revenaient lorsqu'il le faisait. Il est devenu plus qu'un chef de guerre. Il était une contagion de l'effondrement, une ombre qui n'avait plus besoin de parler pour être comprise. Tous les mondes ne le craignaient pas, mais tous se souvenaient du dernier qui ne l'avait pas craint. Et pendant tout ce temps, l'homme au centre, si on peut encore l'appeler un homme, était assis dans son vaisseau de fer et de silence, observant. Ne pas prier, ne pas prêcher. Planification. L'impérium ne l'acceptera jamais. Mais elle ne pouvait pas non plus le détruire. Et dans cette impasse, il a prospéré. Ils arrivent sans prévenir. Des vaisseaux vêtus de rouge et d'ombre, des coques noires comme le vide embrassé par la lumière du feu, glissant du bord de la brèche comme des fantômes portant une armure. Le vide ne fait pas écho à leur arrivée. Aucun klaxon ni rituel ne précède leur descente. Il n'y a que le silence et la ruine. Les convois disparaissent le long d'itinéraires bien tracés. Les mondes de forge qui vibraient autrefois au rythme de l'industrie se taisent. Ils n'ont pas été brisés lors d'un siège, mais saignés à blanc. Les machines sont démontées, les banques de données fouillées, les adeptes exécutés ou capturés. Les transcriptions vocales retrouvées plus tard parlent de frappes coordonnées qui se sont terminées en quelques heures, et non en quelques jours. Des lignes d'approvisionnement entières ont été éliminées aussi proprement qu'un coup de scalpel. Les corsaires ont appris. La doctrine de Blackheart n'est pas l'expansion, mais l'exploitation. Pas la conquête, mais l'extraction. Là où l'Imperium construit lentement, méthodiquement, ses flottes descendent comme des tempêtes de précision. Elles ne s'attardent pas. Elles ne se déclarent pas. Elles ne restent pas. Les vaisseaux cramoisis, striés des marques d'une centaine de héros volés, n'entrent dans le champ de tir que lorsque la mort est assurée. Les sigles peints ont été brûlés et réécrits tant de fois que leurs origines se confondent avec l'obscurité. Certains portent une bordure outre-mer déformée par le chaos, d'autres imitent les formes des lamentateurs ou des bourreaux comme des moqueries gravées dans l'armure. Ils attaquent non seulement avec des armes, mais aussi dans la confusion. Les équipes d'intervention loyalistes se démènent pour identifier qui, où et comment. Les réponses arrivent trop tard. Lorsque les flottes d'intervention arrivent, les étoiles sont à nouveau vides, à l'exception des débris qui refroidissent dans le vide. Les forges fans proches des frontières du segmentum sont isolés. Les mondes commencent à rationner les munitions sans ordre officiel. Les demandes de renforts se multiplient, non pas parce qu'un monde est assiégé, mais parce que tous craignent d'être les prochains. La peur se répand plus vite que les corsaires eux-mêmes. La domination de Blackheart n'est pas dessinée sur les cartes. Il est dessiné dans le comportement. Des secteurs entiers s'adaptent à sa présence. Les chaînes d'approvisionnement changent d'itinéraire, doublant la durée des trajets. Les messages astropathiques sont raccourcis pour éviter les retards. Les flottes de patrouille augmentent, mais couvrent moins d'espace. Personne ne veut admettre qu'un homme, un nom, a changé sa façon de vivre. Mais il l'a fait. Il n'est plus le hors-la-loi qui se tient dans l'ombre au bord du maelstrom. Il est devenu quelque chose de plus.
une force. La puissance des corsaires rivalise avec celle des plus petites autorités du segmentum. Ils entretiennent des dizaines de points d'appui dans le vide, des avant-postes, des zones de transit, des berceaux de ravitaillement cachés suspendus dans les ceintures d'astéroïdes ou nichés dans les carcasses de colonies abandonnées. Peu d'entre eux restent stationnaires longtemps. Beaucoup orbitent selon d'étranges schémas gravitationnels afin d'échapper aux réseaux augures. Et en leur sein, des guerriers. Les Astartes ne sont plus liés par une croyance. Certains portent encore les couleurs de leur ancien chapitre. D'autres se forgent une nouvelle livrée dans les fonderies des voûtes capturées du Mechanicus. Ils s'entraînent constamment. Chaque équipe de tueurs s'est entraînée non pas à la guerre à grande échelle, mais à des frappes ciblées. Actions d'abordage, infiltration, destruction de nœuds clés. Ils ne recherchent pas la gloire. Ils cherchent à perturber. Blackheart reste distant. Rarement vu, rarement entendu. Ses ordres sont transmis par des signaux fragmentés, cryptés et dispersés dans 3 systèmes ou plus avant d'arriver à destination. Ses capitaines ne se rencontrent jamais en personne. La confiance n'est pas de mise, seule l'efficacité compte. L'Imperium, blessé mais inflexible, commence à resserrer les mailles du filet. Il envoie des groupes de travail inquisitoriaux, des sœurs de bataille et même des détachements complets d'Astartes. Les flottes sont rééquipées avec de nouveaux algorithmes de ciblage pour suivre les schémas de dispersion des corsaires. Des opérations sont lancées non seulement dans le Maelstrom, mais aussi sur les bords de la toile d'influence qu'ils ont tissée. Certains sont couronnés de succès. Un terrain de rassemblement est découvert près de la brèche de Pyrrhus. Un dépôt d'armes est démantelé avant d'être activé. Les corsaires capturés sont exhibés enchaînés dans les villes ruches. Mais rien de tout cela n'arrête la marée. Pour chaque frappe repoussée, 2 autres passent inaperçues. Pour chaque base détruite, une autre s'élève à sa place, plus rapide, plus mince, plus cachée. Blackheart n'a pas de trône central. Il ne gouverne pas depuis une planète. Il règne par le mouvement. L'Imperium ne peut donc pas le coincer. Il est devenu la faille dans leur système. La ligne qu'ils ne peuvent pas redessiner. Un rappel que même la domination la plus structurée peut être affaiblie non pas par la rébellion, mais par le refus. Il ne les défie pas directement. Il ne tente pas de défaire la galaxie. Il ne fait qu'aggraver la situation. Il lui coupe le souffle. Il vole sa certitude, se moque de sa structure. Et depuis le cœur de son empire mouvant, observant à travers des optiques rougeoyantes, il attend, non pas la guerre, mais le moment où la machine de l'Imperium tournera suffisamment lentement pour qu'il puisse prendre quelque chose de plus grand. Le temps ne guérit pas toutes les blessures. Certaines restent à vif, invisibles à l'œil mais gravées dans la pensée, portées discrètement à travers les décennies comme un poids sans forme. Pour les Hurons, l'exil n'a pas émoussé le bord de la mémoire. Il l'a affiné. Il s'en souvient. Pas seulement les noms des planètes perdues ou les titres retirés à ses guerriers. Il se souvenait des voix, des capitaines qui l'avaient défié, des amiraux qui avaient donné les ordres, des maîtres de chapitre qui avaient renoncé à son héritage, les architectes de sa perte. Leur existence était une blessure qu'il refusait de laisser se cicatriser. C'est ainsi que, longtemps après que les flammes de Badab se soient éteintes dans l'histoire, elles ont commencé à disparaître. Un par un, pas dans la bataille, pas dans la guerre juste, mais dans les espaces silencieux entre les deux. Un commandant à la retraite retrouvé mort dans ses quartiers privés sur une lune sécurisée. Un serf du chapitre assassiné dans une ruche,
la gorge tranchée avec une précision chirurgicale. Un ingénieur du port stellaire, témoin des derniers instants du siège, a disparu de son avant-poste en plein travail, ses banques de données effacées. Au début, les modèles sont passés inaperçus. L'Imperium oublie rapidement ses anciennes guerres, sauf lorsqu'il s'agit de gloire. Et il n'y a pas eu beaucoup de gloire à Badab, seulement du silence et de la honte. L'Inquisition garda ses dossiers scellés. Les chapitres concernés gardaient leurs souvenirs encore plus secrets. Aucun monument n'a été érigé. Aucun chant n'avait été écrit. Mais Blackheart n'avait pas oublié. Pour lui, il s'agissait d'un travail inachevé. Pas des ennemis, pas même des menaces, juste des rappels. Et les rappels, si on les laisse persister, deviennent des récits, des histoires, des documents. Il ne le permettrait pas. De sa flotte sortaient des ombres, non pas des bataillons ou des bandes armées, mais des individus, des spécialistes dont les noms n'étaient jamais prononcés à voix haute, formés à l'infiltration, à l'élimination, au silence. Ces agents ne portaient pas de couleur, pas d'héraldique, seulement des intentions. Certains avaient déjà servi sous ses ordres dans les griffes astrales. D'autres venaient d'ailleurs, formés dans des temples oubliés, payés en secret. Il ne s'agissait pas d'assassins au sens classique du terme. Ils étaient des éditeurs de la réalité. Chaque meurtre a supprimé un fil, une voie potentielle dans un futur qui pourrait oser raconter la guerre comme une leçon contre lui. Avec chaque officier disparu, chaque survivant étouffé, l'histoire changeait. La guerre s'estompait. Dans les archives navales de Farine Ultima, une historienne a disparu au milieu d'une phrase, ses fichiers ayant été corrompus le lendemain matin. Sur Terraxis, un sanctuaire construit en l'honneur des martyrs loyalistes du conflit du Maelstrom a été retrouvé en flammes, ses archives réduites à l'état de scorie et ses prêtres n'ont jamais été revus. Aucune de ces actions ne pouvait annuler ce qui s'était passé. Mais ils peuvent modifier ce qu'il en reste. L'Imperium, déjà lent à réagir aux subtilités, ne s'en aperçoit guère. Un conflit vieux de plusieurs générations n'était pas une priorité. Les personnes chargées de s'en souvenir avaient vieilli, pris leur retraite ou étaient passées à des préoccupations plus immédiates. Qui se souciait de ce qu'il advenait de ceux qui étaient liés à une ancienne rébellion? Blackheart s'en soucie. Parce qu'il avait compris ce que l'Imperium ne comprendrait jamais, l'histoire n'est pas gravée dans la pierre. C'est de l'argile. Et entre de bonnes mains, sous la pression, elle peut être remodelée. Il n'a pas cherché à effacer sa défaite. Il a cherché à la rendre inconnaissable. Une énigme avec des vers manquants, une guerre sans centre. Était-il un traître, un martyr, un chef de guerre, un fantôme? Cela dépendait de qui vivait encore pour répondre. Le mythe du tyran a commencé à évoluer. Certains l'appelaient « conte de prudence », d'autres « avertissement », d'autres « un avertissement ». Quelques-uns, dans des lieux cachés, commencèrent à se demander s'ils n'avaient pas raison depuis le début. Le récit n'était plus figé. Il dérivait, comme tout ce qui se trouvait dans le vide autour de lui. Et c'est ce pouvoir qu'il recherchait. Pas de trône, pas de couronne. Il s'agit simplement de contrôler l'histoire. Au fur et à mesure que son influence s'étendait, de moins en moins de gens osaient dire la vérité. Parce que la vérité elle-même était devenue dangereuse, quelque chose de muable, d'aiguisé, d'armé. Et celui qui tenait la lame n'essayait plus de construire un avenir. Il élaguait le passé. Pas avec le feu, mais en silence.
Dans le vide entre les étoiles, là où la loi s'effiloche et où la raison s'effondre, le pouvoir ne suit pas de doctrine. Il ne passe pas par la hiérarchie ou la loyauté. Il s'échange comme une monnaie empoisonnée, au gré d'alliances voilées et de vérités incertaines. Ici, parmi les guerres brisées et les cultes creusés de l'œil, même les damnés doivent négocier des conditions. C'est ainsi que Blackheart, toujours pragmatique, conclut des pactes. Non pas de confiance, ni de permanence, mais d'utilité. Certains seigneurs du chaos ont vu son ascension avec une envie voilée de curiosité. Certains se souvenaient de lui comme d'un seigneur de guerre brisé, s'accrochant à un passé en ruine. D'autres pensaient qu'il pouvait être transformé, une âme de plus à jeter dans les guerres éternelles des dieux. Ils lui ont tendu la main avec des promesses, des artefacts d'une puissance impossible, des moteurs démoniaques qui respiraient des cris, des sorciers offrant des prophéties. Blackheart a écouté. Il a hoché la tête là où cela lui était utile. Il a pris ce qui était utile, mais il ne s'est pas incliné. Lorsqu'il pénétrait dans leur domaine, c'était avec sa propre flotte à l'arrière, ses guerriers armés et éveillés. Ils parlaient suffisamment bien leur langue pour passer, mais jamais assez pour être revendiqués. Ils se tenaient dans leur temple, mais ne s'agenouillaient pas devant leurs autels. Là où les autres brûlaient de l'encens, ils brûlaient des mensonges. Et lorsque les négociations ont pris fin, comme elles l'ont toujours fait, il a laissé des corps, pas des excuses. Il n'était pas un adepte du chaos, ni son ennemi. Il était une variable qu'il ne pouvait pas simplifier. Et ils l'ont détesté pour cela. Parmi les puissances changeantes des régions touchées par la distorsion, sa présence créa des vagues. Certains seigneurs cherchèrent à le détruire purement et simplement. Quelques-uns tentèrent d'absorber ses forces, offrant de faux titres en échange de leur soumission. Aucun n'y parvint. Sa réponse était toujours la même. Frapper le premier, frapper sans déclaration et frapper là où ça fait mal. L'un des alliés potentiels, un apostat porteur de mots dissimulés dans des rituels et de la pourriture, a trouvé son hôte de guerre pris en embuscade en plein milieu de l'alliance. Les enregistrements vocaux retrouvés plus tard n'indiquaient que des parasites et le son faible et rauque de rires mécanisés. Même la Légion Noire, dont la toile d'influence s'étend sur des millénaires, commença à le surveiller de plus près. Abaddon, qui ne tolère aucun rival à la légère, aurait observé les activités de Blackheart avec ce que ses lieutenants appellent un intérêt mesuré, pas encore une menace, pas encore un atout, mais jamais hors sujet. C'est cet équilibre qui l'a rendu dangereux, car Blackheart a compris que la survie parmi les traîtres ne se gagne pas par la force seule, mais par la représentation de la force, l'illusion de l'inévitabilité. C'est pourquoi il a truffé son empire de pièges, non seulement physiques, mais aussi politiques. Il a fourni de faux renseignements. Il a permis à certains capitaines de faire défection, pour ensuite faire exploser leur vaisseau quelques jours plus tard, leurs données corrompues, leurs troupes empoisonnées de l'intérieur. Il s'est joué de ses ennemis comme un grand stratège orchestrant un jeu que personne d'autre ne pouvait voir. Il a semé la discorde dans des cultes déjà en train de s'effondrer. Il a armé des chefs de guerre mineurs pour inciter les plus importants à commettre des excès. Il a chuchoté à l'oreille des dépossédés et les a convaincus que leur fureur était synonyme de liberté. Et dans chaque trahison qu'il a commise, il y avait un but. Pas seulement pour survivre. Monter. La chaîne est un courant d'ambition. Il récompense ceux qui osent, mais il dévore ceux qui font confiance. Blackheart ne faisait confiance à personne,
pas même à ses propres commandants pendant longtemps. Ceux qui devenaient trop puissants se retrouvaient réaffectés au front, envoyés capturer des cibles qui n'existaient pas, ou placés sous la surveillance de rivaux chargés de signaler le moindre écart. Il n'avait pas besoin d'amis, il avait besoin de résultats. Ses flottes, renforcées par des technologies volées et des stocks de traîtres, apprirent à naviguer dans les marées de distorsion que d'autres craignaient. Elles frappaient non seulement les cibles impériales, mais aussi les autres renégats qui s'étaient laissés aller à la complaisance. Il s'empara des moteurs démoniaques et brûla leurs manipulateurs. Il s'empara de stations forteresses depuis longtemps perdues dans la folie et les transforma en arsenaux froids du silence du vide. Les corsaires grandissent non seulement en nombre, mais aussi en précision. Chaque nouvel arrivant était contrôlé non pas par un serment, mais par son utilité. Un sorcier capable d'invoquer des tempêtes était autorisé tant qu'il n'attirait pas l'attention. Un prêtre de forge exilé de son conclave était autorisé à servir, à condition que ses machines ne posent jamais de questions. L'empire de Blackheart n'était plus un ramassis de guerriers brisés. Il est devenu un instrument. Pas du chaos. Pas de vengeance, mais des perturbations. Là où l'Imperium s'étendait lentement, prudemment, et où les forces des dieux sombres s'affrontaient sans fin dans une folie fratricide, Blackheart agissait avec clarté. Il a creusé des brèches dans les deux, non pas pour revendiquer un territoire, mais pour revendiquer une pertinence. Son nom, prononcé parmi les légions traîtresses, est devenu une malédiction. Non pas à cause de ce qu'il croyait, mais parce qu'il ne pouvait pas être contrôlé. Il rappelait que l'autonomie était encore possible, même dans la damnation. Certains l'ont qualifié de lâche, d'autres de génie. Mais personne ne l'a traité de pion. Car ceux qui ont essayé de le déplacer ont perdu leurs mains.